Accord. Corps à corps. Alors après les manifestations de mécontentement des agriculteurs qui se sont fait sentir d'ailleurs dans tout le pays, que nous avons suivi depuis le début, en France d'ailleurs comme dans d'autres pays d'Europe, Gabriel Attal, vous l'avez tous suivi, vendredi dernier a lancé un « Je vous ai compris ». Il l'a fait depuis une exploitation agricole à Montastruc de Saliès en Haute-Garonne. Voilà, je vous lis quelques passages de son discours. Vous avez voulu envoyer un message. Je suis venu vous dire que le message, on l'a reçu 5 sur 5, que je vous ai entendu. C'est vraiment le « je vous ai compris » du général de Gaulle. On a décidé de mettre l'agriculture au-dessus de tout, a-t-il promis, aux côtés donc d'autres ministres, le ministre de l'Agriculture, de la Transition écologique Marc Fesneau et Christophe Béchu, avant de dégrainer donc ces mesures. Je vous propose d'écouter un premier extrait de Gabriel Attal dans son discours aux agriculteurs. Vous allez voir d'ailleurs la mise en scène. Écoutez Gabriel Attal. Et la première chose, c'est que la vérité m'oblige à dire que depuis plusieurs années, les agriculteurs ont le sentiment de faire face à un État qui contrôle plus qu'il n'accompagne. Je dis les agriculteurs doivent remplir beaucoup de papiers, ça vous me l'avez dit, beaucoup de formulaires, faire beaucoup de déclarations. Et je le dis aussi, nos agriculteurs, ils veulent être dans leur champ, pas devant des écrans. Ils veulent faire leur travail, ce qui est le cœur de leur vocation et de leur mission. C'est pour moi un enjeu essentiel pour vous, c'est aussi un enjeu pour une valeur à laquelle on est tous très attachés, c'est la liberté d'entreprendre. Parce qu'à la fin, à force d'empiler les normes, à force de mettre des bâtons dans les roues, on empêche de développer son activité et on passe son temps à se battre contre des recours abusifs et à plus pouvoir travailler, plus pouvoir avancer. Donc je prends une décision très claire, celle de simplifier drastiquement nos procédures et lorsque c'est nécessaire, nos normes quand elles ne font pas sens. Ici, en Haute-Garonne, voilà, je prends une décision très claire, simplifier drastiquement nos mesures quand elles ne font pas sens. Il va lancer un mois de la simplification dans les prochaines semaines. Il a expliqué comment faire avec 10 mesures, créer une présomption d'urgence pour les recours, supprimer un échelon de juridiction dans les recours, abrogation du délai de 4 à 2 mois pour la création de structures. Enfin bon, voilà, tout un nombre d'annonces. Derrière, on a vu une des figures du mouvement de révolte des agriculteurs, Jérôme Bail, expliquer que lui, il levait le blocage. C'était aussi vendredi, écoutez-le. Je lève vraiment le blocage, ça c'est sûr. Celui de la 64 à carbone. Bien sûr. Depuis le début, vous avez compris que je suis quelqu'un de droit et de fier. Mais, moi, j'ai qu'une parole. Je lui avais dit, venez me rendre visite avec des mesures concrètes. Il est arrivé avec des mesures concrètes. Il est venu me rendre visite. Maintenant, on va aller sur le blocage. Il va venir nous accompagner. Voilà, mais Jérôme Bail, lui, lève le blocage, certains autres également, mais les annonces ne sont pas jugées suffisantes pour tous, voire pour certains encore absolument dérisoires. Les agriculteurs se mobilisent de plus belle, et aujourd'hui, elle appelle notamment, alors, il y a la FNSEA, les jeunes agriculteurs, il y a aussi la coordination rurale, et puis tout simplement des agriculteurs indépendants, qui partent mener le blocus de la capitale. Et notamment bloquer le marché d'intérêt national de Rungis. Le ministère de l'Intérieur est très inquiet, autant vous le dire. Il a donné comme instruction de déployer un dispositif de défense important afin d'empêcher tout blocage de Rungis, blocage des aéroports d'Île-de-France et de prévenir puis interdire toute entrée dans Paris. Et on a vu hier les images des blindés de la gendarmerie déployés dès hier à côté notamment de Rungis. Voilà ce qui se passe en ce moment. Donc c'est très très tendu et on est loin de l'apaisement souhaité et peut-être annoncé par Gabriel Attal et son gouvernement. Et pour en parler, je suis très heureuse d'être avec deux agriculteurs et puis Pascal Pointu qui suit depuis très longtemps la ruralité. Alors d'abord, Philippe Grégoire, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Ici, je sais que Alors, vous êtes agriculteur à Chanzeau, dans le Maine-et-Loire, et membre également de République Souveraine. Nous sommes avec Bruno Ferret. Bonjour Bruno Ferret. Bonjour. Et vous êtes maraîcher arboriculteur du Rhône et en ce moment sur votre tracteur. Oui, c'est ça. Là, je viens de descendre du tracteur. On est sur la 450, qui est une autoroute qui arrive à Lyon. D'accord. Vous arrivez à Lyon. Et quel est votre programme pour la journée, votre objectif? Alors aujourd'hui, on est en train de bloquer la 450. C'est l'autoroute qui vient des Monts du Lyonnais et qui dessert Lyon. Et après, nous partirons sur la 7, c'est l'autoroute du sud, du sud de Lyon. Et puis, il y aura à 10h une réunion entre nous pour voir la suite qu'on donne au mouvement, si
on reste sur place ou si on fait une opération escargot via l'A7 et la 47. Jusqu'à Voilà. Paris, vous voulez dire? Non, non, nous n'irons pas à Paris. Je pense qu'il y a déjà assez de monde à Paris. Oui, il y a déjà pas mal de monde à voilà. Paris, en effet, je vous confirme. Et alors, je dis bonjour à Pascal Pointu. Bonjour Pascal. Bonjour Clémence, bonjour tout le monde. Et merci d'être avec nous ce matin également. Vous êtes notre chroniqueur pour parler notamment des questions de la ruralité, ancien vice-président du mouvement de la ruralité. Alors, première question, je vais me tourner vers les agriculteurs et puis ensuite vous, Pascal. Avez-vous été satisfait par les annonces de Gabriel Attal? Et sinon, pourquoi? Pourquoi est-ce insuffisant? Je vais commencer par Philippe Grégoire. Oui, donc bonjour, merci de m'inviter à votre émission. Bien sûr que non, si vous voulez, on n'est pas satisfait. Et moi, j'invite tous les agriculteurs qui ont été courageux, qui sont courageux, qui vont sur les barrages et tout, à bien comprendre les enjeux et à ne pas se faire manipuler comme on s'est fait manipuler malheureusement depuis tous les grands mouvements qu'on fait de manifestation toutes les décennies. Et je peux vous dire que si ça se conclut comme c'est en train de se conclure, vous pourrez me réinviter dans 15 jours, 3 semaines, 1 mois, et je vous redirai ce que je vais vous dire ce matin. On passe à côté du sujet, totalement à côté du sujet. Ils sont en train de faire diversion avec les normes, le taux de jachère et tout, pour répondre à l'agro-industrie. Le sujet, le fond du sujet, madame, je vais vous le dire, c'est le revenu des paysans. On est à 2 à 3 euros de l'heure et on a droit à 29 euros par jour quand on est accidenté et qu'on est malade. Et pour retoucher aux revenus des paysans, il faut revoir la chaîne de valeur. La loi Egalim, ça a été du folklore. Donc, ce n'est pas en parlant des normes où il n'y a pas de différence avec certains pays. Et si vous allez en Allemagne et en Espagne, vous allez voir que les agriculteurs, ils ont le même problème économique que nous. Donc ça, c'est pour faire diversion. Oui. Vous allez jouer de 500 euros à grand maximum 2000 euros par exploitation par an avec ce qu'ils annoncent. Et les enjeux, ils sont de 50 à 80 000 euros qu'il faut retrouver de valeur ajoutée pour nous dans nos exploitations sur une ferme moyenne. C'est le revenu. Le revenu. Oui, mais retrouver la valeur du produit et du travail, tout simplement. Remettre du sens dans ce que vous faites. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Beaucoup disent, mais les politiques parlent beaucoup de subventions, etc. Mais en fait, les agriculteurs ne veulent pas être subventionnés. Ils veulent vivre dignement de leur travail qui est normalement déjà suffisamment considérable pour pouvoir en vivre largement. Ça, c'est une des questions. Puis, deuxième chose, Gabriel Attal n'a absolument pas répondu sur la rupture de concurrence, la concurrence déloyale face à d'autres pays d'Europe qui n'ont pas du tout les mêmes normes et puis face évidemment à tous ces pays du monde auxquels on s'ouvre par les accords bilatéraux notamment. Donc c'est vrai que toutes ces questions n'ont absolument pas été évoquées et plutôt mises sous silence. D'ailleurs, il y a Gabriel Attal qui a répondu sur la question de l'Europe. Je vous propose d'écouter un extrait. Gabriel Attal qui dit « Oui, certains voudraient qu'on arrête justement cette concurrence déloyale au sein de l'Europe, mais quitter l'Europe, c'est quitter la PAC. » Écoutez-le. Et je le redis ici, et je sais que vous en êtes convaincus, l'Europe, c'est la PAC. C'est 9 milliards d'euros par an qu'on dédie à nos agriculteurs pour vivre de leur travail. Donc sortir de l'Europe, c'est nous priver de la PAC, c'est nous priver, et c'est vous priver, de 9 milliards d'euros par an. Et comble du ridicule, ceux qui vous le proposent, ils votent les règles de la PAC quand ils sont à Bruxelles, mais ils ne votent pas le budget de la PAC. Et ils viennent vous expliquer qu'ils ont toutes les solutions miracles pour régler vos problèmes. Voilà, donc selon lui, la PAC sauve les agriculteurs français. Bon, c'est peut-être oublier que la France est contributeur net de l'Union européenne et que, par exemple, pour 2021, elle a versé 28,8 milliards d'euros. Donc les 9 milliards évoqués, évidemment, c'est une moindre restitution par rapport à ce qui a été donné par la France. Alors, à ce sujet, Bruno Ferret, considérez-vous que justement certains sujets, notamment cette rupture déloyale, a été passé sous silence ? Oui, ça a été passé sous silence. Je me souviens très bien quand j'ai rencontré Monsieur le Premier ministre à Saint-Laurent-d'Agny dans le Rhône. C'est quelque chose que j'ai mis sur la table. En lui expliquant que j'étais dernièrement en Italie et qu'ils n'avaient pas du tout les mêmes règles que nous, et pourtant qu'on était dans l'Europe. Donc j'ai vu qu'il avait tiqué à ce moment-là, et je m'attendais à des mesures concrètes vendredi. Il n'en a absolument pas parlé.
Hier, il a commencé à en parler dans un discours en disant que c'était pas normal voilà, qu'on n'ait pas les mêmes règles en Europe. En fait, le problème, il est franco-français, il faut être clair. Il y a des règles européennes. Le problème, c'est qu'en France, on veut toujours laver plus blanc que blanc. Donc, on se met toujours des règles en plus, des contraintes, et j'en passe. Et on est en train de tuer nos agriculteurs. Voilà, moi, si je prends mon exemple personnel, là, cette année, j'ai arraché plus de 30% de mes cerisiers parce qu'en France, on est le seul pays européen où on n'arrive pas à lutter contre la drosophile Suzuki parce qu'on n'a plus de matière active. Demain, on a le retrait d'une substance active qui s'appelle le Monvento d'ici juillet. C'est le dernier antipuceron qu'on a. Je pourrais vous montrer un tableau. J'ai un tableau où il y a 15 antipucerons possibles en Italie, 16 en Espagne, il y en a 14 en Belgique. Voilà, et nous, on n'a rien. Et donc, moi, demain, si ça continue, pourquoi on est dans les rues, c'est que demain, je vais devoir arracher la totalité de mes pommiers et de mes pêchers parce que le puceron vert, on n'arrivera pas à le traiter. Voilà. Donc, c'est clairement la fin. Là, on est dos au mur. C'est la fin de l'agriculture s'il n'y a rien qui se passe. Oui, oui on comprend très bien. Et donc, c'est pour ça que vous êtes prêt à aller jusqu'où, là, aujourd'hui, pour vous faire entendre? Aller jusqu'où de toute façon, et à un moment donné, c'est hyper compliqué. Aller jusqu'où moi, on est fiers de nos valeurs. En tout cas, on n'est pas là pour casser quoi que ce soit. Moi, aller jusqu'où, on n'ira pas plus loin que ce qu'on fait. Pour ma part, pour ce que je représente ici dans le Rhône, pour la Fédé du Rhône, voilà, il y a un respect des valeurs et on n'est pas là pour casser quoi que ce soit ou autre. Voilà, il faut être clair et net. Par contre, oui, faire des blocages, des choses comme ça, oui, mais après, on n'ira pas. Voilà, si c'est pour tout casser, moi, je rentre chez moi. Faut être clair. Oui, bien sûr. Mais on a entendu beaucoup de discours d'agriculteurs d'ailleurs dire mais attendez, nous, d'ailleurs, certains étaient très fiers d'avoir nettoyé derrière eux après leur manifestation en disant voilà, nous, on est là pour bloquer, pour se faire entendre, on n'est pas là pour détruire le pays. Exactement. Ouais. Alors, Pascal Pointu. Oui, alors j'ai écouté attentivement les interlocuteurs. Donc on est effectivement, comme le disait le premier interlocuteur, on est sur un faux débat. Le premier débat, c'est d'abord le revenu de l'agriculteur. C'est d'abord d'être payé à la hauteur de ce qu'ils font et par rapport à ce qu'ils méritent d'avoir. C'est quand même une des premières professions qui n'est pas capable de facturer son propre produit, c'est-à-dire que le prix ne lui est pas convenu, c'est pas lui qui fixe le prix, c'est l'agroalimentaire, la grande distribution qui lui dit voilà, vous allez payer ça, ceci, cela. Quand vous voyez qu'un chou-fleur payé 70 centimes d'euros se retrouve dans un supermarché à 5,95 €, il va falloir que l'on m'explique qui se gave sur le dos des maraîchers, bretons ou d'ailleurs, et qui prend une grande partie des bénéfices alors que ce produit-là est ramassé, mis en cagette par le producteur et vendu dans l'étal des grandes surfaces. Donc il n'y a pas de traitement, il n'y a rien. Donc il y a un produit qui est livré, je veux bien qu'on y ajoute les frais de livraison, mais au bout d'un certain temps, pour se retrouver de 70 centimes à quasiment 6 €, il va falloir quand même que l'on m'explique qui prend la plus grande des parts, sachant que la première coopérative agricole française, c'est le groupe Leclerc. Donc, tout est à refaire. La loi Egalim a été un enfumage de première catégorie. Les pauvres paysans, on les a bercés. On leur a dit, vous allez voir, on va vous payer comme ça devrait l'être. Et malheureusement, puisque même Gabriel Attal le concède, ça a été une fumisterie. Donc, comment voulez-vous rétablir une confiance avec la nation quand ses propres personnes qui sont là pour nourrir le peuple français ont été volées? Parce que il faut dire le terme comme il est, ils sont volés. Ouais. Et ils n'ont pas la possibilité d'agir ou d'interagir par rapport au prix. La première des choses, c'est celle-là. Et c'est pas de raconter des problèmes de paperasserie que les chambres d'agriculture, d'ailleurs, facturent aux paysans très cher pour remplir les formulaires. Enfin, il est existant ce problème, mais c'est pas le fond du problème, on va dire. C'est pas le fond du problème.
le vrai problème, si vous voulez, c'est comme tout le monde. Si on est payé par rapport à ce qu'on mérite, ça ira beaucoup mieux. Quand un agriculteur dira, moi, mon lait, ma tonne de lait, elle doit pas être aux alentours de 400 euros, mais elle doit être aux alentours de 500 euros, et j'en démordrai pas. Et pourquoi d'autres pays européens les paysans ont obtenu de fixer leur propre prix, et pourquoi en France ça ne se fait pas? Donc au bout d'un moment, il faut arrêter. Je vous avais dit la semaine dernière que Attal Dalida, c'était bien gentil, mais paroles et paroles et paroles, c'est tout ce que l'on a. Les vrais actes, où ils sont, les actes? Qu'est-ce qu'a dit exactement Attal pour que le paysan vive mieux demain? Rien. Strictement rien. Oui, il y a un plan de simplification, mais c'est vrai que les plans, il y en a beaucoup. Et c'est vrai que, de toute façon... Alors, c'est intéressant d'ailleurs, parce qu'on a entendu ici Bruno Ferret expliquer que c'était quand même un problème franco-français. Mais est-ce que, de toute façon, c'est un problème franco-français ou alors franco-européen, dans le sens où nous sommes... Alors, c'est vrai que nous décidons d'être plus ailés que l'Europe. Donc, ça n'arrange pas les problèmes. Mais déjà, rien que dans cette Europe-là, il y a des contraintes très importantes pour les agriculteurs, et surtout cette concurrence qui est finalement une concurrence déloyale et qui ne met pas en avant la qualité mais la quantité. Donc ça pose beaucoup de questions pour notre agriculture française, notre modèle français d'agriculture. Je me retourne vers Philippe Grégoire à ce sujet. À votre avis, problème franco-français ou problème franco-européen là? Non, je suis d'accord avec ce qu'a dit Pascal Pointu. C'est un écran de fumée encore pour faire rentrer les gens chez eux alors qu'il y a un beau mouvement. Le problème de fond, c'est pas les normes, ça c'est du folklore qui est organisé par le syndicat pour faire rentrer les gens à la maison. On a 6,50 € sur un panier de 100 € de courses. Vous voyez bien que l'enjeu est pas là. La loi Egalim, il avait prévu 20% de bio dans les collectivités, ça n'a jamais été appliqué. 50% de local, c'est un beau projet. Il a promis de faire appliquer la loi Egalim, mais bon. Mais non, l'enjeu n'est pas là. Et si vous voulez, moi je peux vous le prouver parce que les normes, moi j'ai des amis qui sont agriculteurs au Danemark et en Hollande, c'est bien pire que chez nous. Et eux, ils sont en faillite comme nous. Le débat, il n'est pas là. Prenez l'exemple de la rémunération sur le territoire. Vous avez des agriculteurs en France, vous allez les voir, ils ne vont pas bouger. C'est les gens qui font du comté. Pourquoi? Parce que c'est une AOP, c'est une petite coopérative. Autant on peut décrier les coopératives qui sont devenues des multinationales gérées avec la FNSEA, autant on peut les critiquer parce qu'ils ont été sur les marchés à l'international et ils ont trahi les paysans. Mais quand on voit le comté, comment ça fonctionne, allez voir en Italie, j'ai des collègues en Italie, ne dites pas qu'ils ont moins de normes que nous, c'est pas vrai. Ça va un peu mieux dans le lait que nous. Vous savez pourquoi? Nous, on est payé 42 centimes sur le conventionnel. On va prendre le conventionnel parce que ça représente la quasi-totalité du litrage. Bon, ils sont payés 52. Le vrai coût de production, c'est celui du Canada, où ils ont mis en place la gestion de l'offre que je revendique, qui a été mis en place par le Premier ministre d'ailleurs, Monsieur Trudeau, son père. Bon, le coût de production réel, c'est 63. L'Italie est à 52. Nous, on est à 42. Bon, nous, il nous manque 21. Eux, il leur en manque 11. Vous êtes d'accord? Bah déjà, moi, je suis en contact avec Roberto. Allez voir les agriculteurs en Italie avec seulement 10 centimes de plus. Comment ils sont mieux? Pourquoi? Parce que nous, on est assassinés par l'industrie agroalimentaire. Et si on ne revient pas à retravailler sur la chaîne de valeur dans la filière, le rapport de force, il est trop déséquilibré. Il y a 1,4% des entreprises de l'agroalimentaire qui font 82% du bénéfice et qui ont 85% des emplois. Et ils sont en lien, malheureusement, je le regrette, avec le syndicat. Malheureusement, je le regrette. Et après, il y a 4 centrales d'achat qui se battent avec cette industrie agroalimentaire. Mais nous, dans tout ça, on n'est rien du tout. Ouais, on n'a même plus notre facture. Rendez-vous compte qu'on ne fait pas notre facture. Ah, je veux dire, c'est grave quand même. Mais comment on en est arrivé là aussi? Est-ce que l'agroalimentaire assassine les agriculteurs et que ça passe, que finalement vous fassiez petit à petit, entre guillemets, manger par l'industrie agroalimentaire? Et deuxième question, là vous n'avez pas évoqué, alors que je vous posais aussi cette question, des contrats, par exemple le Mercosur, etc., avec des pays qui n'ont absolument pas les mêmes façons de travailler, ni la même qualité de travail. Alors Philippe Grégoire, et je voudrais entendre Bruno Ferret, puis Pascal Pointu.
Mais non, si vous voulez, les normes, ça ne peut pas marcher parce que je vous dis, même à l'intérieur de l'Europe, d'abord, faites une analyse précise des résultats économiques des Espagnols. Vous allez voir, c'est la paysannerie mondialisée dans le monde qui est appauvrie par la mise en concurrence de l'agroalimentaire et de la grande distribution. Quand vous parlez de normes, je vais vous dire, madame, j'ai quelqu'un, il n'est pas en France, il est en Amérique du Sud, qui est producteur de bananes, écoutez-moi bien, il livre à sa coopérative, qui est malheureusement, et comme nous, en lien avec le syndicat, bref, 2 euros les 100 kilos, madame. 2 euros les 100 kilos. Vous pouvez arrêter toutes les phytos, vous pouvez les mettre les mêmes normes, ce que vous voulez. 2 euros les 100 kilos, madame. C'est avec des conditions sociales comme ça, la mise en... C'est comme un journaliste. Vous n'allez pas le mettre en compétition avec un journaliste du Burundi. Je veux dire, c'est un non-sens économique. Ça ne peut pas marcher, ça. Ah oui, mais pourtant c'est ce qui est fait. Et c'est ce qui est fait par notre gouvernement au passage. Et par l'Europe. Monsieur Attal qui a dit un mensonge. Quand il a parlé de la PAC, on est contributeur net. Dans le budget de loi qui est en préparation pour 2024, la règle, c'est 1% du produit intérieur brut qui va à l'Europe, produit intérieur brut corrigé de l'inflation. Donc on est contributeur net. Il a dit un mensonge. Mais oui. Je ne dis pas aux gens qu'il faut sortir de l'Europe, mais je dis qu'il faut faire un bras de fer. Faire peur aux gens en disant c'est grâce à l'Europe que les agriculteurs y vivent, c'est un mensonge, on est contributeur net. Faut pas dire de mensonge. Plutôt en dépit de l'Europe pour le moment. Alors, même question, Bruno Ferret, sur tout ce qui est ces Mercosur, ces contrats internationaux, bilatéraux qui ont été pris par la France, par l'Europe également. À quel point ça tue l'agriculture française. Et puis je me tournerai vers Pascal Pointu ensuite. Bruno Ferret. Alors, Bruno Ferret qui est au téléphone avec nous sur son tracteur. Je ne sais pas si on l'a perdu, justement, parce qu'il est sur son tracteur. Je vous donne, Pascal Pointu, je commence par vous, alors. Oui, alors, quand M. Attal nous parle de patriotisme alimentaire, enfin de patriotisme agricole, il faudrait quand même qu'il se rappelle que l'Europe interdit à ce que les États puissent vendre leur propre production à nos collectivités. Il y a des textes de loi qui l'empêchent. Donc moi, je veux bien qu'on nous parle de souveraineté alimentaire et qu'on a un ministre dédié à la souveraineté alimentaire, quand dans le même temps, vous avez un président de la République qui se déclare favorable à l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. On sait très bien que si l'Ukraine rentre dans l'Union européenne, c'est la mort annoncée de milliers et de milliers de paysans. On sait très bien que le problème, nous avons plus que 389 000 exploitations en France. Les Allemands en ont moins que nous. Les Allemands se sont tournés vers une agriculture de productivisme et nous sommes dans une agriculture familiale, dite familiale. Et c'est une chance pour la France d'avoir une agriculture familiale parce que nous avons une traçabilité, nous avons des valeurs, nous avons un savoir-faire que beaucoup de pays nous envient et qu'ils n'auront jamais. Et malheureusement, on complexifie tout cela, on dilue tout cela dans l'Union européenne et on se retrouve avec un pays comme la France qui était la première puissance à l'exportation qui est reléguée maintenant au 5e rang mondial. Donc on a perdu, on a rétrocédé, on a fait ce que l'on veut dire, mais on a reculé face à la concurrence et on a été vendu d'une part par le syndicat majoritaire qui a flingué sa propre agriculture dans un consortium avec le groupe Avril qui s'est tourné quand même vers la mondialisation. On va en parler dans quelques instants avec Guy de Lafortelle. On va faire un focus sur le groupe Avril et le président de la FNSEA, justement. Oui. Alors, moi, il me fait rire, le président de la FNSEA, si vous voulez. Je ne sais pas s'il a mis des bottes depuis longtemps, mais ce que je sais, c'est qu'il est quand même administrateur de 15 sociétés et qu'il est gérant et administrateur de Sophie Protéol qui prête de l'argent aux paysans pour leurs projets. Donc, il a la mainmise là-dessus, comme il avait la mainmise sur Sanders, le groupe qui fournit l'aliment aux éleveurs et ainsi de suite. Donc, si vous voulez, ce brave monsieur est en train de voir que sa base le dépasse, le contourne, et il veut absolument récupérer la mainmise. Alors, il nous fait un cinéma d'anthologie en nous disant qu'il n'est pas d'accord avec ce qui a été dit et ainsi de suite. Mais on sait très bien
que les coups de téléphone et les SMS échangés avec Attal vendront la paysannerie comme ils ont toujours vendu la paysannerie et comme ils n'ont jamais eu vraiment d'empathie pour les paysans qui, dois-je le rappeler, comme ceux de la Haute-Marne, céréaliers qui partent en Ukraine, qui achètent et qui louent de la terre pour 20 km sur 20 km d'un carré, sur 20 km sur 20 km, et ensuite reviennent en France pour toucher la PAC. Et ces gens-là sont à la FNSEA. Bon, au bout d'un moment, on peut pas. Moi, quand j'entends. Mais comment on fait, en fait, là? Enfin, Pascal Pointu, je vous entends. Je me tourne vers Philippe Grégoire. Comment on fait dans ce cas-là? Là, si on veut vraiment changer les choses, c'est-à-dire que là, on sait bien, vous le dites, mesure pipeau de Gabriel Attal, tout ça, c'est rien, c'est du vent, c'est du flanc. Mais comment on fait si on veut vraiment changer les choses concrètement? Si vous voulez, par rapport à ce que dit Pascal Pointu, le problème qu'on a maintenant, où on est rendu, tous les gouvernements successifs ont validé ça. Le syndicat auquel mon père appartenait a fait un travail assez remarquable après la sortie de la guerre à partir de 1946. Et à partir de Pisani, les années 60, il est devenu non pas un contre-pouvoir, mais un co-gérant du pouvoir et de la finance. Ils sont partis avec leur société Unigrain, Groupe Avril ou Arnaud Rousseau. Alors maintenant, c'est encore pire parce qu'avec InVivo, ils sont rendus au sommet de Davos. Donc, les pauvres agriculteurs qui arrêtent les camions, qui renversent le camion, les camions sont des fonds indirects ou directs de la FNSEA, des sociétés. Donc, comment on fait? Alors, moi, déjà, je précise que je n'attaque pas les personnes, en aucun cas. Ah ouais. Je n'attaque surtout pas Arnaud Rousseau en tant que personne, parce que je ne voudrais pas de sa place. Sa place, elle est intenable. On ne peut pas défendre des paysans. Arnaud Rousseau, c'est le président de la FNSEA. Et en même temps être capitaine de multinationales. Alors après, les propositions concrètes, il faut, vous savez, il y a deux acteurs majeurs qui défendent des paysans. Déjà, ils n'ont pas leur facture. Donc, c'est l'industrie agroalimentaire et la grande distribution. Mais M. Attal, puisqu'il a parlé de l'Europe, vous savez, au niveau européen, il l'a bien dit, Pascal Pointu, il y a des règlements qui nous empêchent, nous, de vendre sur les collectivités territoriales à travers nos élus. Il y a des élus qui veulent faire travailler les gens en local, conventionnel, local ou bio. Et c'est interdit par les traités européens. C'est-à-dire, il y aura une grande mesure. qu'est-ce qui est interdit? Je ne comprends pas. Vous n'avez pas le droit au circuit court? Non, il y a des directives, on ne peut pas faire ce qu'on veut avec l'Europe. Il y aura une grande mesure à prendre, c'est reprendre le pouvoir. L'Union européenne viole les traités. Théoriquement, ils n'ont pas le droit, on n'a pas le droit de racheter des dettes des États. Ils n'ont fait que ça, avec la France, l'Italie, via des titres qu'ils émettent, par exemple par le Crédit Agricole. Il faudrait un plan de désendettement des agriculteurs. Remettre tout à plat le modèle et repartir sur un modèle vertueux avec du local et des circuits courts. Et ensuite, parce qu'on ne sera jamais autonome à 100% dans tout, on continue les échanges, mais sur la base de la coopération. Pas sur la base du libre-échange où il y a un Indien ou un Néo-Zélandais qui va nous dire « moi j'ai des moutons moins chers que vous ». Parce que le collègue qui était là tout à l'heure, il parlait des normes. Non, il ne faut pas se tromper avec ça, il ne faut pas faire diversion. Moi j'ai plein d'amis qui se sont pendus entre 80 et 86. C'est le Commonwealth qui a fait qu'ils se sont pendus. C'était des producteurs de moutons. Et un producteur de moutons aujourd'hui, c'est pas vrai. C'est pas les normes qui le tuent vis-à-vis d'un Néo-Zélandais. Il peut pas livrer des moutons au prix d'un Néo-Zélandais. C'est absolument impossible. Donc, ne faisons pas diversion. N'oublions pas, nous sommes à 2-3 euros de l'heure. Nous avons droit à 29 euros par jour quand nos collègues nous appellent qu'ils ont le cancer, ils sont hospitalisés. C'est une honte de traiter les paysans de cette façon. Bien sûr. Honte. Mais en fait, ce que vous dites, tout simplement, c'est pouvoir protéger nos agriculteurs et installer une forme de patriotisme, de défense du travail agricole français. Et puis c'est tout. Ça s'appelle au niveau international la Charte de la Havane, qui est une coopération entre les États, qui n'est pas le libre-échange. Vous l'appelez comme vous voulez. Les Chinois appellent ça le protectionnisme. Les Américains font un peu de protectionnisme. Oui. Les Canadiens, ils ne font pas qu'un peu, oui. Les Canadiens avec le lait, la gestion de l'offre. Puisqu'ils sont payés 63, je viens de vous le dire, les frontières ne sont pas fermées, mais le gouvernement, il joue avec le taux d'importation et d'exportation.
Et à des moments, ils Alors, et freinent. pourquoi Alors, Philippe Grégoire, dernière question, si je me tourne vers Pascal Pointu, je ne sais pas si on va réussir à retrouver Bruno Ferret qui est sur son tracteur avec son téléphone, on n'arrive plus à le joindre, mais bon, c'est vrai que vous avez entendu, on entendait le son du tracteur derrière. Peut-être aussi qu'il est dans une zone qui ne capte plus, puisqu'il est en route, hein, vous l'avez compris, vers Lyon, sur l'A450 pour un point de blocage. On était vraiment en direct de ce blocage avec lui. Philippe Grégoire, pourquoi aujourd'hui, Gabriel Attal, qui fait comme s'il s'occupait aujourd'hui du cas des agriculteurs, pourquoi ne s'intéresse-t-il pas à ça? Pourquoi ne veut-il pas tout simplement protéger et mettre des mesures protectionnistes pour les agriculteurs français s'il veut vraiment les défendre? Parce que dans le cadre du libre-échange, alors déjà, c'est contraire aux décisions de la FNSEA et du COPA-COGECA au niveau européen. Eux, ils sont pour le libre-échange parce qu'ils ont des sociétés à travers le monde qui seraient perdantes. Et puis, moi, pour avoir participé au ministère à un mandat avec Bruno Le Maire et Stéphane Le Foll, l'agriculture est une monnaie d'échange. Et les chefs d'État, quand ils rencontrent des chefs d'État, ils n'ont pas d'amis. Ils n'ont que des intérêts. Et l'industrie allemande, avec ses voitures, a mis à bas l'agriculture. Et nous, nos chefs d'État, quand ils sont pour vendre soit de l'industrie nucléaire, soit Airbus, soit de la haute technologie, ils sacrifient les producteurs de moutons, de cochons et de fruits et légumes. Elle est là la vérité. Qu'ils soient Sarkozy ou Hollande, ils nous ont tous sacrifiés. Ok. Pascal Pointu. Ben oui, il a évidemment raison, et à 100% raison, et même 1000% raison. Comme quand j'ai défendu Stéphane Cortial, vous vous rappelez, l'éleveur de poules pondeuses de la Haute-Loire, Eh oui, je me et rappelle bien. qui se retrouvait parce qu'on retrouvait les services de la DDT, retrouvaient de la salmonellose dans un coin de son bâtiment, alors que ses poules et ses œufs n'étaient pas infectés, et que j'ai fait faire, et que nous avons fait faire 7 tests par des vétérinaires agréés, et que ces tests se sont avérés négatifs, on l'a obligé à détruire ses poules et on l'a obligé à détruire ses œufs. On l'a mis par terre et on l'a piétiné et ainsi de suite. Et il a fait une tentative de suicide. Heureusement pour lui, la roue tourne un peu. Mais quand vous voyez que le préfet que j'avais demandé de rencontrer moi-même, en tant que vice-président national d'un parti politique, qui vous envoie paître, il vous envoie paître. Ouais. Et quand vous voulez discuter d'un avenir avec la responsable de la DDT, elle vous rit au nez et elle vous dit « j'ai une demi-heure à vous consacrer ». Bon, au bout d'un moment, un paysan, il a le droit de vivre, il a le droit de travailler. Et quand on lui impose des normes et que les propres services de l'État ne sont même pas là pour les faire respecter, quand lui il dit pour la désinfection, les livreurs d'aliments ne veulent pas passer dans le pédiluve pour les véhicules et ainsi de suite, Oui. et il n'y a personne au niveau de l'État qui prend le relais en lui disant on va vous défendre. Non, c'est débrouillez-vous et après on verra bien ce qu'on peut faire. Oui. Donc là, le problème que l'on a à l'heure actuelle, effectivement, les normes, c'est une chose, mais quand on arrivera à dire aux paysans, monsieur, votre œuf vaut tant, votre litre de lait vaut tant, et on va vous payer tant. Et après, voilà, le problème, c'est de trouver l'indépendance pour nos paysans, pour nos producteurs, qu'ils arrivent à vendre de leur propre chef. Et comme je l'ai souvent soutenu, il faut arriver à revoir ce système, à faire du localisme, Ouais. à vendre soi-même, Mais... à que l'on ait les abattoirs mobiles. Oui, et tout non à fait. pas les Là, vous nous faites un programme présidentiel, Pascal, on est bien d'accord. Là, aujourd'hui, pour renverser les choses, est-ce que vous pensez justement que ces sièges, que ces blocages, on a perdu Bruno Ferret qui est en direct sur son tracteur, sur la route, on a dû le perdre pour un problème de connexion, mais on voit bien, les agriculteurs n'ont pas cédé, n'ont pas été satisfaits par les annonces de Gabriel Attal, ils veulent aller plus loin, et on n'est pas les seuls, c'est sur toute l'Europe que ça se passe aujourd'hui, et même plus loin d'ailleurs. Donc il y a vraiment quelque chose qui se passe aujourd'hui avec ce blocage de Paris notamment qui arrive. Là, on était avec Bruno Ferret qui était lui du côté de Lyon. Vous pensez qu'il peut y avoir quelque chose qui se déclenche là, un vrai réveil? Moi, j'ai toujours dit que la première pour se faire entendre, c'est de boycotter le salon de l'agriculture. Voilà. Là déjà, on mettra les pieds dans le plat. Le salon de l'agriculture, qui est d'ailleurs présidé par un représentant de la FNSEA, ça les emmerdera, ça c'est certain. Et là, on aura quand même, c'est malheureux à dire, mais même si c'est la vitrine de notre savoir-faire, et ainsi de suite, mais il faudra en passer par là. Parce que bloquer les mines, bloquer Rungis, les marchés intérieurs et ainsi de suite,
qu'est-ce qui va se passer? Au bout d'un moment, la population va se lasser. On sait très bien que le Français est égoïste. Quand il ne pourra pas se rendre à son boulot comme il le voudra, il retournera l'affection qu'il a pour ce mouvement dans une forme de détestation, et on enverra à un moment ou à un autre la force publique pour évacuer. Donc, au final, nos paysans... On est déjà là, hein, on a vu les blindés arriver. Oui, hein, oui. je sais. Et ben là, si vous voulez, c'est l'épreuve de force. On montre les muscles. Et donc, malheureusement, si vous voulez, ça peut marcher temporairement. Mais moi, je pense que boycotter le salon de l'agriculture serait déjà une très grande preuve de défi à l'État. Oui, mais Et vous là, savez très bien qu'il y aura toute vous la embêtez. FNSEA de toute façon, donc ils font comme si. Oui, non, mais vous savez, si la coordination rurale, moi je connais bien Véronique Le Floch, avec qui je suis en osmose parce qu'elle a un vrai parler. Ouais. Les gens de la coordination rurale ont un vrai parler de terrain. Ouais. Je ne veux pas dire que la FNSEA, à la base, n'a pas un vrai parler de terrain, mais quand vous voyez que monsieur Jérémy Desserlet, qui était président des jeunes agriculteurs, s'est retrouvé député européen avec Macron en 2019, il a trahi la base. Ouais. Et là, Jérôme Bail, on a bien vu que Jérôme Bail, on lui a proposé un poste pour acheter son silence. Et Bon, on alors a ça, bien on n'en vu est que pas sûr. Hein. On a juste vu cet échange de papier. Non, c'est lui qui le dit. Hein. C'est lui qui Ah l'a oui, dit, oui, hein, qui il l'a a dit, affirmé. il le dit à l'antenne. Ah oui. Il a dit, oui, on m'a proposé un papier pour acheter mon silence, je l'ai refusé. Ça, c'était avant Oui. les négociations. Oui, non, Ouais. mais on voit bien que ce pauvre éleveur a été dépassé et que Bah, on peut l'État comprendre, s'en il est avait servi. trois membres du gouvernement à son chevet d'un seul coup qui l'écoutaient. Oui, Il est normal qu'il ait oui, pu céder aux sirènes de la Macronie, sans jugement, franchement. oui, non, mais il va falloir quand même que le principal, je vous dis, quand on aura donné un prix, quand on aura donné le moyen de payer ces agriculteurs, ils rentreront dans leur ferme parce que leur Oui, mais ça métier, c'est n'arrivera d'abord pas. Vous savez très bien que ça n'arrivera pas avec ce gouvernement. Allez, Philippe Grégoire, parce que on arrive à la fin. Philippe Grégoire, même question là. Blocage de Paris, les points de blocage autour de Lyon et ailleurs qui continuent. Là, la révolte, elle va aller jusqu'où, à votre avis? Est-ce que de toute façon, ça va céder par usure? Est-ce que c'est une guerre de l'usure? Ou est-ce qu'il y a vraiment un véritable renversement qui peut arriver? Bah, comme les mouvements précédents, hein, puisque moi, avec mon père a commencé en 53 les premières manifestations. Donc, on connaît un peu le monde syndical, on sait comment ça fonctionne. Ils vont, avec le gouvernement et les médias, ils vont faire une sortie, ils vont sortir proprement de ce mouvement, mais ils vont l'éteindre, le mouvement. Et c'est surtout comme ils l'ont fait, puisque c'est la cogestion, c'est habituel, hein, il ne va rien se passer de nouveau, hein, vous allez voir. Ce qui est grave, c'est les revendications, c'est qu'ils ont tourné l'opinion publique et ils font venir des gens sur les plateaux qui nous parlent des normes, de la paperasserie. Moi, je vais vous répondre, la paperasserie, on est des indépendants, hein, enfin, indépendants sans notre facture. Hein. Tous mes amis, mes cousins qui sont indépendants dans le bâtiment, plombiers, carreleurs, transporteurs, ils ont leur carnet de facture, deux, la paperasserie. Vous croyez que les gens du bâtiment, ils ont moins de normes qu'un agriculteur? Certainement pas. Mais simplement, il y a une secrétaire au bureau. Oui. Il y a un carnet de factures. Quand on a de la paperasse, on embauche. Pour embaucher, il faut de la rémunération. Et je voudrais vous dire un point important. Remarquez bien le monde agricole. Tous les grands mouvements auxquels j'ai participé, Dieu sait si j'en ai participé. Et là, vous ne participez pas, on ne vous voit pas sur votre tracteur. Hein. Allez dans les. Bah, mais j'y étais hein, déjà sur les barrages. On fait que ça, de rejoindre les barrages. Le problème n'est pas là. C'est qu'ils vont manifester dans les préfectures ou sur les routes. Mais il faut demander des comptes à l'industrie agroalimentaire. C'est eux qui achètent notre marchandise et qui font des marges records. Oui, mais il y a quand même le gouvernement qui signe des contrats aussi. Vous êtes d'accord? Le gouvernement pourrait vous protéger. Mais le gouvernement ne demandera pas de compte à l'industrie agroalimentaire, qui est la FNSEA, parce qu'il y a conflit d'intérêts. Et le problème, il est là, le cœur du sujet. Et je vais vous dire autre chose, tiens. Personne n'en parle de ça. Je vais vous choquer, mais je vais vous dire autre chose. Allez-y, ce sera le mot de la fin. Je suis contre qu'on augmente le prix dans les grandes surfaces pour aider les agriculteurs. Et vous savez pourquoi je suis contre? Parce qu'à chaque fois qu'on a fait ça, Sarkozy l'a fait, l'argent va rester dans nos coopératives, dans l'agroalimentaire. Sachez que quand on parle du budget des ménages, on nous a dit longtemps, c'était 13-14%. Moi, j'ai fait un calcul, une approche, sans l'impact des antibiotiques, on est à 18-19% quand on était à 13-14%.
c'est l'équivalent du salaire médian, 1950 € par 53 millions de Français, que ça coûte à la nation, par tous les financements qui viennent, soit aux plateformes du syndicat, soit pour financer notre retraite, tout cumulé. Donc, le consommateur, si vous augmentez les prix chez Leclerc ou chez U, je vous la donne en mille, on n'en verra pas la couleur. Elle va rester dans nos coopératives. Oui. Alors, surtout, arrêtez ça. Ça a été fait. Il faut vraiment reprendre le pouvoir. Et reprendre le pouvoir, c'est sortir de ce système. Donc, il faut sortir de ce système. C'est reprendre la facture, comme l'a dit Pascal. Ouais, et pouvoir vendre directement, en fait. Vente en direct, notamment aux Français. Mais encore faut-il, et je le sais, puisque c'est très compliqué aussi pour les Français de pouvoir participer à cette vente en direct. Ouais. Ça demande une organisation importante. Mais on a compris, les agriculteurs ne sont pas sauvés demain, en tout cas. Donc il faut tenir bon. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, avec ces blocages, malgré tout, on voit un mouvement de révolte. On voit le mécontentement et ça nous permet quand même, nous, autres médias et puis aux autres, d'ouvrir les yeux. Même si certains, comme nous, et Pascal Pointu en est témoin, nous, ça fait bien longtemps qu'on se préoccupe de cette cause agricole et des paysans, puisqu'ils font la France. Merci en tout cas beaucoup à vous, Philippe Grégoire, agriculteur à Chanzeaux, dans le Maine-et-Loire et membre de République Souveraine. Merci beaucoup à vous, Pascal Pointu, notre chroniqueur Tocsin, un défenseur de la ruralité, et Bruno Ferret qui était avec nous et qu'on a perdu depuis son tracteur, qui était en direct vers Lyon sur la 450. Merci beaucoup à vous tous. Et Tocsin continue dans quelques instants.